Nous allons ici parler d'ajustement de la gouvernance locale pendant la crise Covid et les impacts de ces réajustements sur l'éthique appliquée. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être... Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je suis très content de participer à cette journée de travail. Très content d'entendre aussi tous ces travaux, les résultats de recherche de l'ANR COVID éthique. C'est vraiment fascinant. J'ai bien hâte de lire le ou les rapports et articles qui vont en ressortir. Alors, pour ce qui est de ma présentation, vous voyez mon titre. Donc, c'est finalement un retour sur une récente révision du cadre de gouvernance, sur notamment les coordinations locales qui ont été réinstaurées dans les CHSLD du Québec. Donc, les CHSLD, c'est un peu l'équivalent des EHPAD en France. Donc, ça a été un enjeu assez majeur chez nous au niveau de la crise de la COVID-19. Et on commence à avoir de la documentation secondaire un peu sur cette crise-là. Donc, je repars beaucoup de ces résultats. Donc, mon petit plan de présentation, d'abord le cadre de réflexion, le cas spécifique sur lequel je vais m'arrêter, les sources qui ont été utilisées, des aspects de méthode également, un portrait général de la situation, un premier bilan des faiblesses majeures et quelques commentaires sur les problèmes de gouvernance dans notre réseau québécois et finalement une conclusion. Alors, donc, encore une fois, merci beaucoup à Léo Coutelec et à toute l'ANR COVID éthique. Je trouve que c'est bien aussi que l'État français ait soutenu cette ANR puis qu'on fasse des réflexions. Je me permets de faire un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre et de voir. Moi, ce que je trouve tout à fait fascinant dans le travail qui a été fait, c'est d'aller documenter les réflexions éthiques des acteurs sur le terrain en utilisant le verbatim. Ça permet vraiment de voir les tensions qui sont vécues et c'est sûr que l'ensemble du verbatim doit être très, très intéressant à relire. Et pour ma part, je suis très impressionné aussi par l'espèce de carré sémiotique qui a été fait entre les différentes postures là, qui se présentaient aux acteurs. C'est tout à fait fascinant. Je trouve qu'on est actuellement devant une espèce d'occasion historique. Dans les différents pays, sur les différents continents, on a vécu cette grosse crise de la COVID et maintenant, c'est peut-être le temps de commencer un retour réflexif un peu systématique et aussi de s'échanger un peu sur les expériences, de voir un peu comment dans les différents pays et contextes les choses se sont vécues pour voir s'il y a des points communs, des points différents. Évidemment, moi, je ne pourrais pas faire cette comparaison-là. Je vais me contenter de vous parler du cas québécois, mais je suis sûr que ça aura des échos et qu'on pourra ensuite échanger sur l'expérience française et comment celle-ci a des points de convergence ou pas avec ce que je pourrais peut-être présenter. Donc, des retours sur l'expérience, ça permet aussi de retenir certaines leçons. C'est du moins l'espoir qu'on a de conserver des acquis de tout ça. Ça a été une crise terrible. On a perdu des tas de gens. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a une composante tragique qui a été présente dans tout ça. Et c'est pas du tout à minimiser. C'est d'ailleurs pas terminé, comme on le sait. Donc, mais il faut se mettre en posture quand même de comprendre et d'apprendre à l'intérieur de ces situations difficiles et puis d'apprendre aussi les uns des autres à partir de nos expériences qui sont différentes. Et c'est un peu ce à quoi je veux contribuer dans cette petite présentation. Donc, si on parle de cadre de réflexion, donc côté de la réflexion éthique, c'est sûr qu'à la base, la réflexion éthique, elle se pose toujours des questions du genre « quelle est la bonne action ?» quelle est l'action juste, quelle est l'action correcte. Alors, chez nous, quand on parle d'éthique appliquée, on ajoute à ces questions le fait qu'elles sont liées, bien sûr, à des contextes particuliers, qu'il y a des circonstances particulières et qu'il faut donc se coller autant que possible à des contextes et à des situations pour être capable de mieux comprendre les enjeux éthiques tels qu'ils se posent sur le terrain. Évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a eu des souffrances, il y a une composante tragique. Dans l'approche ici, moi, c'est ni de rechercher des coupables, ni non plus de porter des jugements moraux sur l'action des uns ou des autres. C'est vrai qu'il y a eu des décès nombreux. C'est vrai aussi qu'il y a eu des atteintes à la dignité des personnes très graves dans la période qui va m'intéresser ici.
Donc, bien sûr, il y a pu y avoir des décisions qui ont semblé discutables, mais l'hypothèse que j'avance, c'est que c'est beaucoup aussi par effet de système, et dans le cas qui nous intéresse, soit le cas québécois, c'est en lien avec une histoire des politiques de santé depuis 15 à 20 ans aussi. Ce n'est pas simplement les actions individuelles des uns et des autres. Et ici, quand je parle de la réflexion éthique, moi, de la manière dont je considère, dans le contexte présent, c'est tout l'agir concerné et c'est pas un domaine particulier comme pour les comités spécialisés en éthique, bien que, bien sûr, ces comités ont leur place et leur importance. Mais je pense qu'il y a une réflexion d'éthique de la société aussi, d'éthique sociale à mener à bien. Et je pense que les interventions qu'on a entendues précédemment, c'est aussi de cet ordre-là, puisqu'on revenait sur l'agir des professionnels. Un autre élément, je trouve, qui est intéressant au niveau de la problématisation, c'est la question de l'erreur. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, de décennies, il ne fait pas si longtemps, on commence à nouveau à s'intéresser à la question de l'erreur, à nos failles cognitives, au fait qu'il arrive parfois que nous nous trompons. Bon, et comme on le sait, dans la publication scientifique, on revient assez peu sur les erreurs et sur les échecs ou sur les difficultés. Et je pense qu'il y a un effort aussi à faire de ce côté-là pour se donner le droit de regarder les erreurs, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé d'un point de vue cognitif et d'un point de vue de l'intelligence des situations également. Pour ce qui est d'un cadre théorique d'ensemble, ben, je me situe certainement dans le cadre du pragmatisme. J'entendais parler de John Dewey tout à l'heure. On pourrait parler aussi de Charles Sanders Peirce et d'un paquet d'autres. Situationnisme, donc le rapport à la situation, tout à fait fondamental pour comprendre les questions éthiques. Je conserve quand même quelque chose de la théorie critique et reconstructive aussi. Et j'ai tendance à mettre l'accent sur les pratiques de gouvernance multi-acteurs. Donc, j'ai un regard particulier sur ces questions-là dans un certain nombre de projets que j'ai pu mener ou que je mène encore sur différents chantiers. Donc, pour le cas spécifique sur lequel je vais m'arrêter ici, donc, il s'agit du Réseau québécois de la santé et de ses premières réactions devant le SARS-CoV-2, soit au printemps 2020. Et la situation particulière, donc l'analyse des événements dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, donc les CHSLD, qui ressemblent aux EHPAD. Puis de manière encore plus spéciale, je vais m'arrêter aux enjeux de gouvernance locale, par opposition à une tendance à la centralisation. Ce sont les éléments qui vont plus retenir mon attention. Donc, comme je le disais, il y a un certain nombre de retours critiques qui ont commencé d'être effectués chez nous. Des reportages, il y a une enquête journalistique approfondie sous forme de livre qui a été publié. 3 rapports produits aussi à la demande du gouvernement. C'est surtout ces outils-là que je vais utiliser. Dans le cadre de mes enseignements en éthique, bien sûr, dès le printemps 2020, j'ai rencontré des gens impliqués dans le milieu qui se confrontaient à ces enjeux-là et on a parlé beaucoup de ce qui se passait au niveau des soins. Mais en fait, je n'ai pas mené une étude extensive de terrain là, comme celle de mes collègues dont on vient d'entendre parler. Toutefois, je pense que la réflexion éthique gagne à repartir des observations, des réflexions et des analyses qui ont déjà été menées, bien sûr, pour l'orientation des actions. Je pense que ça représente peut-être aussi un avantage pour moi que de ne pas avoir été impliqué au premier chef dans les opérations concernées. Ni en tant que gestionnaire, ni en tant que soignant, ou même en tant qu'éthicien, puisque je n'ai pas d'implication comme telle dans le milieu de la recherche biomédicale. Donc, pour ce qui est du portrait général du cas qui nous intéresse, donc, je mentionnais tantôt qu'il y a un caractère tragique des événements qui sont concernés ici au printemps 2020. Évidemment, ce n'est pas nécessairement très connu, surtout pas en France. Pas plus que chez nous, au Québec, on connaît bien la situation française, je pense que c'est un peu normal. Il y a un ouvrage donc publié tout récemment par Gabriel Duchesne, Katia Gagnon et Ariane Lacourcière qui ont récemment publié donc, sur ce qu'ils ont appelé l'hécatombe de la COVID-19 dans nos CHSLD. Le titre de l'ouvrage était 50-60, 5060 en fait. C'est le nombre de personnes qui sont mortes dans ces institutions entre le mois de mars et la fin de l'année 2020. Quand même une part importante des décès quand on considère qu'au Québec actuellement, donc en juin 2022, on est à plus de 15 000 morts,
sur une population totale du Québec de 8 millions. Alors, d'ailleurs, à cet effet, le bilan québécois est de loin le pire au Canada et l'un des pires au monde. Donc, on parle de 58 décès par tranche de 100 000 habitants dans les établissements de soins de longue durée, par opposition à 20 pour 100 000 ailleurs au Canada. Donc, ce n'est pas très reluisant comme bilan, on s'entend. D'ailleurs, le pays est l'un des plus mauvais élèves de la planète, avec 79 % des décès dus à la pandémie dans ce type d'institution, par opposition à une moyenne mondiale de l'ordre de 41 %. Fait qu'on n'a pas de quoi vraiment pavoiser sur la question. Vu d'ensemble, donc, il y a différentes critiques qui ont été énoncées et de profondes limites ont été relevées dans tout ce qui s'est passé. Je tiens à mentionner ici un ouvrage dont je n'ai pas pu approfondir vraiment le contenu parce qu'il vient de sortir. Un ouvrage qui est venu mettre en perspective un ensemble de lectures critiques concernant la gestion de la pandémie par le gouvernement actuel, c'est-à-dire celui de la Coalition Avenir Québec, alias la CAQ, qui est au pouvoir au Québec. Donc, dans un livre co-dirigé qui s'appelle « Traitement choc et tartelette », il y a Josiane Cossette et Julien Simard avec leurs collègues qui ont montré comment la crise a frappé plus fort, bien sûr, des milieux vulnérabilisés, montrant les composantes genrées et de racialisation. Par exemple, l'impact dans Montréal-Nord, qui est une banlieue là, avec une grande mixité sociale, et aussi sur les familles monoparentales. Ils ont souligné aussi les manques de transparence d'une gestion ayant souvent décidé à contre-courant des avis scientifiques, par exemple sur la question des aérosols. Alors, ce n'est pas des questions sur lesquelles je vais m'attarder. Je tenais à mentionner cela parce que ça fait partie aussi de la discussion sur la gouvernance de la santé au Québec. Un autre document que je ne vais pas approfondir, qui est intéressant, que j'ai lu, c'est celui de la coroner Jeanne Kamel, qui vient de publier son rapport où elle a regardé certains dossiers personnels de patients et aussi certaines institutions qui ont été particulièrement frappées par la crise de la COVID. Ça a défrayé la manchette. Alors moi, ce qui va m'intéresser davantage, c'est la liste de points qui ont été soulignés par la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, avec son équipe, dans les 2 rapports du protecteur du citoyen qui ont été déposés, un rapport d'étape, puis ensuite un rapport final. Donc, on va commencer par le rapport d'étape qui a été rendu public en décembre 2020. Et tout ce que je fais, c'est tout simplement commencer par vous reproduire une image de la table des matières, ce qui nous donne une très bonne idée des points qui ont été soulignés par la protectrice du citoyen. Donc, après une brève introduction, tableau, première vague, voilà, une brève chronologie. Les CHSLD ont été l'angle mort de la préparation à la pandémie. Face à un virus inconnu, la menace a été sous-estimée. Les équipements de protection individuelle insuffisants ont été distribués de façon inégale. La mobilité du personnel a contribué à la propagation du virus. Alors, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient de CHSLD en CHSLD pour compléter les équipes. Donc, trimballant parfois le virus avec eux. L'interdiction de visite des personnes proches aidantes a suscité beaucoup d'anxiété et de détresse, évidemment. Des soins et des services ont été reportés ou annulés. Les CHSLD n'étaient pas outillés pour donner des soins de la même intensité qu'à l'hôpital. Et les renforts en CHSLD sont arrivés tardivement. Le pouvoir décisionnel en CHSLD était éloigné du terrain. Le personnel soignant a été lourdement atteint physiquement et psychologiquement. Et alors, il y a certains CHSLD qui ont été épargnés. On nous explique qu'est-ce qu'ils ont fait autrement. Et après, il y a une revue de certaines expériences des agents de soins sur le terrain, donc les préposés. Donc, pour revenir brièvement, la mobilité du personnel entre les institutions, qui a été soulignée en 2.4, c'était une faiblesse centrale, en raison de besoins à combler à la dernière minute, de protection insuffisante et de manque de personnels aggravés. Si on regarde la citation, une citation par rapport à la question 2.9, concernant le pouvoir décisionnel, qui m'intéresse en particulier, on dit ceci: il n'y avait pas de gestionnaire sur place et pas de directive claire. Les préposés aux bénéficiaires, donc ce sont des gens qui sont vraiment dans la manipulation des malades pour les coucher, les lever, les laver, ces choses-là. Donc, les préposés devaient déterminer quels seraient les usagers
pour lesquels on utiliserait les équipements pour l'oxygène. Donc, on s'entend que ce n'est pas normalement à ces gens-là à prendre des décisions et à attribuer la fourniture en oxygène, mais dans la situation de carence de personnel qu'il y avait, ça se trouvait être le cas. Alors, les décisions venaient d'en haut, de façon générale, de la Direction générale de la santé publique, mais en particulier aussi des CIUS et des CIS, qui sont les centres intégrés de santé et de services sociaux, certains d'entre eux ayant un caractère universitaire, d'où le U. Ce sont des organismes bureaucratiques gigantesques regroupant aussi bien les forces vives de la santé que celles du travail social pour de grandes régions. Et donc, pas ou peu de coordination sur place pour prendre des décisions, régler de manière exécutive les problèmes et simplement orienter les personnels remplaçants venus d'agences privées. Donc, ça, c'était on a vu un peu le premier rapport, le rapport d'étape. Quand on regarde le rapport final, ça va un peu plus loin, mais ça converge pas mal avec ce qu'on vient de voir. Donc, il rappelle au début du rapport final le mandat, les enquêtes terrain qui ont été faites auprès des personnes concernées, une enquête auprès du ministère lui-même, d'experts et d'autres juridictions. Donc, ce dernier rapport a été déposé auprès du gouvernement du Québec le 23 novembre 2021. Donc, on va revoir encore la table des matières, en particulier la section 2, qui s'intitule « Les résultats de l'enquête ». Je conserve juste les titres. Il faut savoir qu'il y a une sous-section « Constat » et une sous-section « Recommandations » dans chacune des sections. Donc, et d'ailleurs, si vous voulez avoir accès à ces documents-là, ils sont en ligne. Il n'y a qu'à taper « Rapport protecteur du citoyen, gouvernement du Québec, COVID ». Ça va arriver tout de suite. Donc, ça se présente comme ça. Constat et recommandation. Donc, conception hospitalo-centriste, où on a maintenu les CHSLD dans l'angle mort des préparatifs, et une recommandation majeure, outiller les CHSLD selon leur mission et les enjeux propres du modèle québécois. Donc, revoir, dans le fond, l'outillage de ces institutions. Un des éléments, c'est qu'on parle de milieu de vie. Donc, c'est un élément important, parce que dans la terminologie administrative de la santé au Québec, les CHSLD sont définis comme des milieux de vie, des endroits de vie pour les personnes aînées, et non pas comme des milieux de soins, ce qui joue un rôle évidemment important en termes de ressources affectées. Donc, des milieux de vie peu au fait des mesures de prévention et de contrôle des infections, les fameuses PCI, à déployer en temps de pandémie. Et donc, il faut maintenant instaurer une telle culture dans ces organisations. Manque d'équipements de protection individuelle au début. Il y a eu un manque grave des fameuses EPI. Et donc, la question de l'approvisionnement, bien sûr, doit devenir une priorité. Donc, l'histoire du virus inconnu et sournois qui est arrivé en plein contexte de pénurie. Donc, ça n'a absolument pas facilité les choses. En fait, ces institutions-là étaient déjà en contexte de pénurie avant l'arrivée de la pandémie. Confusion dans le recrutement et l'affectation des effectifs en renfort. Donc, la question des personnels manquants a été grave. Il y a eu des manques très importants à cet effet-là. Pénurie de main-d'œuvre qui était connue de longue date. Et donc, comme disait Léo tout à l'heure, on n'avait pas prévu, pourtant on aurait pu prévoir. Ben, c'est ça, on pouvait prévoir, on aurait dû prévoir, mais on a en même temps été surpris par la soudaineté de cette affaire. Ce qui renvoie à la question de doter les CHSLD de personnel qualifié et compétent en nombre suffisant. Il y a eu l'histoire de l'interdiction des visites, avec des conséquences dramatiques, assez épouvantables. Et maintenant, ben, on a appris de cela qu'il faut intégrer les personnes proches aidantes et en reconnaître la contribution essentielle. Mais sur le coup, on appliquait une règle de manière un peu brutale, hein, et ça a créé des problèmes aussi. Donc, manque de fluidité dans l'application des consignes et impact négatif sur l'organisation des services. Une espèce de confusion générale du début, là. Et donc, il va falloir maintenant mieux communiquer pour rapprocher la réalité terrain des autorités et vice-versa. Puis, impliquer, donc c'est là-dessus que je vais ensuite mettre l'accent, implanter une forte gestion de proximité dans chacun des CHSLD. Puis, il y avait un manque de données, système d'information désuet. Bon. Revoir le modèle, ça s'impose maintenant, humaniser les soins
et l'environnement de travail aussi pour le personnel. Donc, on se retrouve avec manifestement un certain nombre de problèmes de gouvernance. On le voit dès le début, hein, dans la première section du rapport, on parle explicitement d'hospitalocentrisme. Et en fait, dans notre contexte, cette tendance à la centralisation, elle s'est accentuée avec la fusion de plusieurs hôpitaux qui ont été regroupés donc, dans les fameux CIUS et CIS en 2015, à l'époque du gouvernement libéral de Philippe Couillard, avec le ministre Gaétan Barrette. Pour des histoires de fonctionnalisme et de simplifier les procédures, on a centralisé. Un exemple, un seul CIUS a sous sa responsabilité 17 CHSLD. Donc, par exemple, celui du Centre-Sud de Montréal est exactement dans ce cas-là. Et il est aussi notoire pour tout le monde que cette réforme a tout concentré dans de grands centres intégrés, dont le cœur demeure certains grands hôpitaux et centres de recherche, 2 à Montréal, l'un à Québec et l'autre à Sherbrooke. Alors, ce qui s'est passé au moment de cette centralisation, c'est qu'on a aboli les agences régionales qui existaient préalablement. Et on a regroupé sous les mêmes territoires régionaux qu'autrefois, mais en les renommant et en les restructurant, parfois 15 ou 20 établissements différents. On a fusionné des hôpitaux et tout, donc diminué les personnels administratifs dans plusieurs centres. Et j'ai rencontré un coordonnateur de CHSLD en entrevue qui me confirmait qu'à ce moment-là, on a coupé une grande part des postes d'administrateurs, notamment au niveau des CHSLD. Donc, avant et pendant la crise, il n'était pas rare qu'un coordinateur de site ait 2 ou 3 sites sous sa responsabilité. Donc, devant se promener en véhicule entre les différents sites à raison d'une journée ou 2 par semaine, vous voyez le genre. Et en pleine crise, ces institutions se retrouvaient dans certains cas sans pouvoir décisionnel, pratiquement laissées à elles-mêmes, comme on l'a vu, par des appels laissés sur le 911 et d'autres tentatives de contact qui sont restées longtemps sans réponse. Donc, comme il ressort du rapport du protecteur du citoyen, le ministère de la Santé et des Services sociaux a cru prioritaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique tout ça? Bien, c'est qu'il y a eu un peu la panique à bord, si vous me permettez de simplifier l'histoire. C'est qu'on a dit les hôpitaux sont menacés, la COVID s'en vient, la COVID est en train de nous envahir, donc il faut absolument protéger les hôpitaux. Et le réflexe, ça a été de dire, bien, on va retirer des hôpitaux un certain nombre de personnes, de patients dont la situation n'était pas jugée grave ou nécessitant des soins de haut niveau. Donc, on va envoyer ces gens-là dans les CHSLD, mais le problème, c'est que les CHSLD n'étaient pas équipés pour faire face à la COVID, et c'est là que ça a frappé très fort. Donc, je le disais tantôt, il y avait la question de la mission de milieu de vie, qui faisait en sorte que, de toute façon, il n'y avait pas nécessairement les personnels requis sur place. Les CHSLD étaient visités, évalués, mais sur la base de leur mission en tant que milieu de vie. Donc, un concentré de faiblesse, finalement. Donc, la tragédie a frappé notamment plusieurs CHSLD qui étaient caractérisés comme privés et non conventionnés. Parce que c'est une autre caractéristique, il y a les CHSLD publics, qui sont en principe mieux équipés. Il y en a qui sont privés conventionnés, donc ça va encore peut-être, mais il y en a qui étaient privés non conventionnés. Donc là, ça a été dans certains cas la catastrophe. Donc, notamment, il y a eu le CHSLD Heron, peut-être que vous en avez vaguement entendu parler, qui a été dans ce cas-là, mais ça n'a pas été le seul. Donc, ces institutions privées non conventionnées étaient dotées ni de l'expertise, ni même des personnels suffisants, dans bien des cas, pour pouvoir faire face à cette situation. On faisait recours aux agences privées pour compenser, mais ça devenait insuffisant, faute de disponibilité. Quand on parle de manque criant de personnel, on est entre 30 et 60 % de manque pendant déjà plusieurs années avant la crise. Hein. Ce n'est pas seulement quelque chose qui a commencé au moment de l'arrivée du virus. Le manque flagrant d'équipement de protection, puis comme je le disais, absence de pouvoir décisionnel sur place pour pouvoir régler efficacement les problèmes. Donc, nombre important de décès s'en est suivi. Autre élément qui a joué un rôle, c'est qu'au départ, quand il y a eu une situation, on s'est aperçu qu'il y a une crise importante, donc comité stratégique qui est mis sur pied par le ministère
Mais compte tenu de cette définition peut-être en fait des CHSLD comme milieu de vie, la direction du ministère qui avait en charge les CHSLD, soit la DGPA, n'a pas été conviée à la table stratégique de prise de décision. Ça, c'est dans le rapport du protecteur du citoyen. Alors, un an plus tard, ils ont bien compris que c'était nécessaire que cette direction soit présente. Mais entre-temps, il n'y avait pas la possibilité de l'input, si vous voulez, direct, de la communication directe sur le caractère tragique et grave de la situation. Donc, cette absence n'a pas permis, au cœur de l'action, de mieux expliquer les déficiences des institutions qui étaient pourtant bien connues. Donc, il y a eu réajustement, effectivement, dès la fin de la première année de la crise. La direction concernée a bien sûr été intégrée dans la cellule stratégique. Et ensuite, on a révisé la mission des CHSLD. Tout en demeurant des milieux de vie, on a dit qu'il y avait aussi une mission de santé qui est maintenant reconnue et valorisée. Et on assure maintenant que chaque CHSLD a son coordonnateur de site, son chef par unité de soins et ses chefs d'activité par cycle de travail, jour, soir, nuit, fin de semaine. Parce que ça aussi, ça se promenait les personnes se promenaient entre institutions en ayant 2 à 3 sous leur, des fois 2, des fois 3, sous leur responsabilité. Donc, on a stabilisé et renforcé considérablement la structure à cet effet-là. Donc, finalement, pour conclure tout ça, on a besoin de faire des évaluations sur la base d'enquête, ce qui a été fait ici, de partir des faits, des témoignages avérés, des recoupements, des propos des uns et des autres. Et on peut quand même constater que ça a conduit à des redressements, mais c'est récent. Donc, les rapports sortent fin 21, début 22, ça se met en place. Donc là, on peut dire qu'il y a une transformation organisationnelle qui s'en est suivie sur la base des constats qui ont été faits. Bon, comme je le disais, ça n'enlève absolument pas le caractère tragique, épouvantable de ce qui s'est produit. Mais en même temps, on a quand même appris des crises, pris des décisions structurantes afin d'éviter de répéter des erreurs similaires dans l'avenir. C'est quand même un fait qui est encourageant, malgré tout. Donc, il y a un apprentissage. Alors, est-ce que cet apprentissage va être conservé encore, espérons-le, plusieurs décennies? C'est à souhaiter. Ou si ça va encore être perdu lors d'une future réforme? Enfin, j'espère que non. Bon. Des processus de réajustement qui sont quand même gages d'une capacité à tirer des leçons de situations difficiles. Ce qui, à mon sens, représente quand même un gain épistémique, notamment pour l'éthique appliquée, dans le sens où on a quand même compris qu'il y avait eu là, des erreurs assez graves, et on a redressé la barre. Alors, maintenant, encore ici, comme je l'écris, la faiblesse à être efficace dans le volet de la prévention, c'est de nouveau avéré. C'est-à-dire qu'on a tendance à attendre que la catastrophe nous tombe dessus pour ensuite dire, ben là, on a un problème. Bon, enfin, mais espérons que les leçons seront retenues pour l'avenir. Voilà, j'ai mis aussi quelques titres ici, si jamais il y en a qui veulent cette petite liste, je pourrais vous la faire parvenir. Voilà, merci. Merci beaucoup. On peut prendre un petit temps pour discuter avec tout le monde. Merci beaucoup pour cette intervention qui met aussi en lumière des phénomènes qui, d'une certaine mesure, on a aussi vécu en France, même si la situation semble peut-être particulièrement dégradée, en tout cas au Québec, mais je crois qu'en France, elle est aussi, d'un certain point de vue, dans les EHPAD, avec notamment ce phénomène d'un manque de moyens chroniques, en termes d'effectifs, en termes de personnel soignant formé, qualifié, en termes d'accompagnement, et de ce phénomène qui a été celui de la pandémie Covid-19, d'être un phénomène de révélateur, une sorte de révélateur d'un problème qui préexistait dans l'hôpital public, qui préexistait dans les instituts médico-sociaux, et notamment ce phénomène
on va dire, d'un manque de qualité et d'accès aux soins de façon générale par un désinvestissement notamment des pouvoirs publics. La question donc il y a des similitudes effectivement avec notre situation. Également la question de la gouvernance, la centralisation de la gouvernance, et ça on le voit aussi chez nous, c'est très très fort, hein, l'hospitalocentrisme, mais pas seulement. La difficulté aussi à faire vivre des collectifs, ça a été dit par Anne-Caroline et Paul Loup précédemment, comment des collectifs aussi de travail peuvent être pas simplement structurés, mais stables, confiants, pour pouvoir s'adapter à des situations imprévisibles. Je pense que quand on est dans un état de dislocation des collectifs de travail, de désintégration aussi des carrières, de dévalorisation des métiers, c'est un peu plus difficile de faire face aux crises et de s'adapter. Et donc le phénomène de la désertion, du retrait, on l'a beaucoup vu, mais aussi parce que les bases de la stabilité qui auraient permis peut-être de faire face de façon plus importante à la situation n'étaient plus là. Donc ça, c'est intéressant et c'est effectivement une des conséquences que l'on peut tirer en termes d'éthique appliquée. Et c'était la question que je voulais vous poser, ça fait partie des conclusions. Plus précisément, votre analyse et l'analyse de ce rapport et de ces réajustements de gouvernance locale sur l'éthique appliquée. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous en termes véritablement d'éthique, ouais. Merci beaucoup pour la question. En fait, l'éthique appliquée se déploie à différents niveaux. C'est tout à fait normal. Il peut y avoir une réflexion d'éthique appliquée au niveau des organisations singulières, comme au niveau d'une EHPAD ou d'un CHSLD en ce qui nous concerne, au niveau d'un comité d'éthique dans une organisation hospitalière ou ailleurs. Il peut y avoir une réflexion éthique. Bon, je regarde par exemple l'espace éthique ici sur l'Île-de-France. Ça me semble un lieu extraordinaire de réflexion collective aussi qui concerne des éléments qui se recoupent sur différents terrains. Là où moi j'ai essayé de situer la discussion, c'était au plan d'une sorte de réflexion collective devant la tragédie dans le contexte socio-culturel du Québec où on a tous été affligés par ces histoires de personnes âgées délaissées dans des institutions. Il y a des choses vraiment horribles qui se sont passées. Je ne suis pas entré dans les détails des situations, mais vous pouvez deviner sans aucun doute de quoi il retourne. Hein. Quand il y a 30 à 50% des personnels qui sont manquants, il y a des souffrances, il y a des vraies souffrances, là. C'est assez épouvantable. Puis, dans plusieurs cas, ça mène à des décès de gens dont on aurait pu espérer qu'ils continuent de vivre encore quelque temps. Bon. Et donc, il y a aussi une réflexion éthique à faire à ce niveau-là, je pense au niveau collectif, c'est-à-dire de dire quelles sont les valeurs, les enjeux, les priorités, les normes qui doivent nous guider, quels sont les points sur lesquels on a failli également collectivement. Là. C'est des situations d'échec par rapport à des enjeux très, très concrets, très, très matériels, donc qui renvoient à une éthique substantielle de la valeur de la vie humaine, je veux dire, de la protection des personnes aînées. Quels sont les garde-fous qu'on se donne? Alors, on est dans des sociétés, on va dire, très économicistes, hein, où, dans le fond, on veut des économies d'échelle. Moi, c'est un peu le bilan que je fais. Hein. On a fait la réforme à l'époque du ministère, du gouvernement précédent, avec des bonnes intentions de faire des économies parce que ça coûte très cher, parce que les populations sont vieillissantes, parce qu'on ne veut pas trop s'endetter comme État et toutes sortes de choses comme ça. Bon. Mais il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix terrible à payer pour ça. Et je pense qu'il faut faire le retour là-dessus. Il faut protéger les personnes vulnérables dans nos sociétés. Ça, c'est des engagements quand même substantiels. Alors, je trouve intéressant aussi quand on renvoie à éviter la psychologisation et éviter une vision simplement procéduraliste. Bon, une certaine vision procéduraliste de l'éthique consiste à avoir des comités, par exemple, d'éthique de la recherche qui revoient des protocoles, qui se demandent, bon, est-ce que ça affecte des personnes et tout? On va cocher des cases sur des formulaires. Moi, je ne dis pas que c'est pas utile de faire ça, mais il faut aussi que la réflexion éthique se pose des enjeux de société collectifs, hein, des enjeux qui doivent être débattus dans l'espace public, puis ramener
la préservation de certaines valeurs qui sont importantes pour nous. Et ça va de pair avec l'analyse de situation, ça va de pair avec les contextes, ça va de pair avec la prise en compte aussi des aspects politiques, sociaux et économiques. Hein. C'est pour ça que moi, là, j'ai parlé d'éthique et d'éthique appliquée, oui, mais en même temps, je me situe dans un contexte, dans l'ensemble de mes réflexions, plutôt dans ce que j'appelle la philosophie pratique, que je considère un espace de questionnement à mi-chemin entre l'éthique, la politique et l'économie ou d'autres sphères comme l'épistémologie également. Il y a des enjeux de connaissances fondamentaux qui sont manifestés aussi dans ces problèmes-là. C'est pas simplement une question psychologique, là. Il y a quelque chose de factuel, là. Les souffrances des gens, on ne les invente pas. Bon. Voilà, je ne sais pas si ça répond pour le moment. Oui, alors je vais passer la parole. Oui, merci beaucoup pour cette réponse. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Compte tenu de l'aspect tragique de la situation, d'après vos lectures, avez-vous des pistes de réflexion sur la durée en fait, qu'on a mis à réagir 1 an, vous dites qu'on a commencé à réagir à la fin de la première année, mis en place des ajustements pendant la 2e année. 1 an, ça me paraît très long. Je suis assez d'accord avec vous, c'est effectivement très lent. En fait, il faudra faire une étude beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée au niveau de la chronologie. Il y a des choses de ce côté-là, je n'ai pas beaucoup mis l'accent là-dessus. On commence quand même à documenter assez bien. Ce qui se produit, il y a aussi les réactions de protection des uns ou des autres. Il y a les mécanismes déjà établis. Je veux dire, comme être socialisé, on est dans des routines, on est dans des processus réguliers qui sont structurés d'une certaine manière, qui nous aident d'un point de vue empirique et dans la vie concrète à régler nos problèmes parce qu'on a des espèces de procédures à suivre. Et là, tout à coup, du jour au lendemain, on se retrouve bousculé là-dedans. Et avant qu'on puisse se mobiliser vraiment d'une façon efficace pour repenser nos mécanismes et restructurer, on peut constater que dans ce cas-ci, ça a quand même été extrêmement long. Alors, après, on pourrait faire des études comparatives que moi, je n'ai pas faites, malheureusement, là. Mais je pense que, bon, peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, mais je pense qu'il va falloir se donner aussi une culture de la transition, une culture du changement, puis une culture de l'instabilité. On est de plus en plus confronté à des situations fluctuantes, problématiques, et qui peuvent surgir de n'importe où. Hein? Vous êtes témoin comme moi de ce qui s'est passé en Ukraine depuis un certain nombre de mois maintenant. Qui aurait prévu ce truc-là? Enfin, peut-être quelques politologues spécialistes quelque part, là. Mais de manière générale, c'est ça. Et quand on pense au changement climatique, quand on pense au phénomène des migrations, je pense qu'il va falloir apprendre à bouger un peu plus et un peu plus rapidement. Il faut se donner une culture de la transition, puis une culture on parlait d'adaptation tout à l'heure, c'est ça. Mais ça veut dire, comme on dit en bon québécois, se revirer de bord. Tu sais, je veux dire, puis se revirer de bord, ça veut dire nos anciennes façons de faire, là, ben, on va accepter de les mettre un peu sur pause pour réfléchir à comment maintenant on doit inventer des nouveaux processus. Puis ça, c'est pas évident. On n'est pas habitué à ça. Mais je pense qu'on est confronté à ces questions-là maintenant. Culture aussi des précédents, hein, parce que je crois qu'on ne prend pas aussi assez de leçons des crises successives et je crois que ce que nous faisons là, c'est une œuvre précisément pour enrichir une culture des précédents pour que face à de nouvelles crises à venir et elles sont prévisibles. En l'occurrence, ces prochaines crises pandémiques, climatiques, migratoires, comment on apprend de nos erreurs. Et je pense que ce que nous faisons là y participe. Hein. Voilà, ce que vous avez présenté aussi. Une dernière question avant la pause. Excusez-moi, moi j'ai deux questions brèves. La première, j'ai peut-être manqué d'attention pendant votre lecture qui était vraiment très riche et excellente. Est-ce que vous avez constaté des disparités, comme on a eu à Paris, entre certains centres que nous on appelle EHPAD, qui ont une mortalité épouvantable, et puis d'autres, comme l'EHPAD de la Serre-ici-les-Moulineaux, il y a un maire extrêmement motivé, où ils ont eu à peine 30 décès. Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Parce que ça me semble quand même important, parce que ça veut dire qu'à condition, humaine et financière égale, il y a quand même des gens qui font mieux. Et c'est comme les écoles, les lycées, les collèges, ça dépend beaucoup de la direction, ça me semble important.
Et puis une autre chose que je voulais vous dire, sans agressivité vraiment, hein, c'est pour la discussion. Il me semble que ce qui est ennuyeux avec les philosophes, c'est que quelquefois ils sont dans l'angélisme, même quand ils sont anglo-saxons ou d'Amérique du Nord et qui se pensent très pragmatiques, parce qu'on a quand même le problème de l'agéisme, je ne sais pas comment dire en français. Agisme, je suis désolée, hein, moi je suis italienne, c'est pas ma première langue, le français, mais comme j'ai pas d'accent, tout le monde. Donc, l'agisme qui a quand même un rôle déterminant. On ne peut pas faire comme si les jeunes n'étaient pas d'accord pour s'intéresser aux vieux. Et j'ai une anecdote, moi c'est pas une enquête, mais c'est une anecdote. J'ai une dame que je soutenais un peu qui a perdu toute sa dépression, tout ça, quand elle est devenue directrice d'une maison pour autistes, déficitaires, adolescents et adultes, alors qu'elle était auparavant directrice de maison de retraite, pourtant une bonne maison de retraite, parce qu'elle disait, quand il se passe quelque chose, mais les parents montent au créneau, font des pétitions, sont très très motivés, et pourtant, beaucoup des pensionnaires sont en bien plus mauvais état et bien plus incapables de communiquer, des autistes profondes avec des problèmes cognitifs, que les personnes âgées que j'avais. Et pourtant, les parents sont bien plus motivés que les enfants, et c'est des choses qu'on voit tout le temps. Pour ce qui est de la différence entre les différents CHSLD, elle est effective, aussi bien dans le public que dans le privé non conventionné. Tout n'est pas égal par ailleurs. Dans le public, il y a des choses qui ont été vraiment très bien malgré tout, et il y en a d'autres qui ont été moins, et c'est vrai aussi dans les autres secteurs. Ensuite, l'étude très détaillée, précise sur ces différences-là n'est pas encore produite, à ce que je sache. J'ai regardé, mais j'ai rien trouvé de précis là-dessus. Ça, mais effectivement, c'est pas partout pareil, puis évidemment, on a tendance, dans une présentation comme celle-ci, à mettre l'accent sur ce qui est problématique. Hein. C'est pas pour rien si on envoie une commission, si on nomme le protecteur du citoyen pour faire une enquête, c'est parce qu'il y a quelque chose de problématique qui a frappé tout le monde, qui a blessé tout le monde. Donc, on regarde là où le bas a blessé, si on peut dire. Mais ça ne veut pas dire que ça a été le cas partout, non. Ensuite, pour la question de l'agisme, c'est clair que ça existe. C'est clair aussi que dans une société comme la nôtre, alors très individualiste, très centré sur les besoins de la personne adulte d'âge moyen, la tendance, ça a été, beaucoup de renvoyer les gens dans des résidences de personnes âgées, alors que dans d'autres traditions ou dans d'autres contextes, on peut aussi penser plus en termes de services de soins à domicile. De ce côté-là, c'est un manque aussi au Québec. Hein. Les politiques de santé publique, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est bien connu, on n'a pas assez investi dans les soins à domicile. Et là-dessus, les Français ont fait mieux que nous, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, mais à part vous dire ça, là, je ne peux pas vous donner le pourcentage exact et tout, mais je les ai vus, ces chiffres-là, ils existent. Donc, et je pense que là, il va y avoir un coup de barre à donner aussi. Parce qu'on le sait, la pyramide des âges, on sait dans quelle direction elle s'en va. Il y a ça aussi à considérer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On ne peut pas juste regarder ça. On est toujours dans le court-termisme. Je veux dire, il va falloir un jour qu'on comprenne qu'il faut qu'on voit les choses avec une paire de lunettes qui va un peu de l'avant, quoi. Je veux dire, pas juste coller sur l'immédiat. Mais c'est des apprentissages qui sont à faire. Puis si j'avais la recette magique, je serais très content parce que je ferais juste ça, puis les problèmes seraient réglés, mais je ne l'ai pas. T'sais. Fait que je fais comme tout le monde, je réfléchis, puis j'essaie de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Parfait. Ben, merci beaucoup de nous avoir aidés, nous, à comprendre ce qui se passe. Voilà.